bonjour, bienvenue à nouveau. J'aimerais commencer par remercier toute l'équipe de Musique et Recherche ainsi que Annette Van de Gorn de m'avoir invitée à ce colloque. Je suis très contente d'être ici. Et aujourd'hui, je vais parler des différentes manières de penser l'espace dans le nanocosmos, qui est un cycle d'œuvres, un projet que je développe depuis plusieurs années. Alors, pour me présenter très brièvement, je suis Anna Dalara-Majek, artiste sonore, compositrice. Mon nom est italien et slovaque, mais je suis d'origine argentine, je suis née en France et j'habite au Canada. Donc c'est très simple. Et justement au Canada, j'ai terminé il y a quelques mois un doctorat en composition mixte à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé sur une thèse dont le titre est « La pensée mixte, une approche de la composition par l'interaction des pensées instrumentales, électroacoustiques et informatiques ». Donc c'est une thèse où j'ai analysé comment s'articule la pensée du compositeur dès lors qu'il manie les outils, mais aussi les langages, et notamment les modes de raisonnement qui sont propres à ces trois domaines. Ma thèse, ce que j'avance dans ce travail, c'est que cette manière polyvalente de penser la musique et de penser la composition est un trait caractéristique des compositeurs de ma génération, c'est-à-dire la génération dite Y, celle qui est née dans les outils numériques et notamment dans la facilité d'accès à ces outils. Et cette facilité fait qu'on va développer une manière plurielle de penser la musique. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans mon travail. Alors, cette thèse d'ailleurs est disponible à Musique et Recherche, si jamais le sujet vous intéresse. Et si j'en parle, c'est parce que dans le cadre de ce travail, j'ai eu l'occasion de composer un cycle d'œuvres acousmatiques qui s'appelle le Nanocosmos et que je vais présenter maintenant. Alors, le Nanocosmos est un cycle d'œuvres acousmatiques qui est dédié aux petits arthropodes et aux micro-organismes. Donc, chaque pièce rend hommage à une bestiole en particulier. Donc, je préviens tout de suite, c'est une musique de particules. Et c'est surtout un cycle qui est en 16 pistes, qui a été composé pour un dispositif de haut-parleur de type Dome. J'ai choisi ce type de dispositif parce qu'il était englobant et qui me permettait non seulement de travailler la multiphonie de diverses façons, mais aussi des phénomènes d'immersion. Alors dans ce cycle, il y a deux idées directrices que j'ai essayé d'exploiter dans l'ensemble des pièces. La première était de faire cohabiter deux types de spatialisation, ce que j'appelle l'écriture pour les sources réelles et l'écriture pour les sources virtuelles. Et la deuxième idée était d'explorer l'idée de changement d'échelle. Donc comment passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand et inversement. Pour expliquer la première idée, donc la cohabitation entre ce que j'appelle l'écriture pour les sources réelles et l'écriture pour les sources virtuelles. Donc dans le premier cas, l'écriture pour les sources réelles, en fait ce que j'appelle l'écriture pour les sources réelles, c'est de composer les sons pour chaque haut-parleur, c'est-à-dire d'écrire pour un haut-parleur spécifique là où il se trouve, comme si ce haut-parleur était un interprète. Et c'est une écriture que j'estime être traditionnelle parce que les compositeurs en musique instrumentale et vocale utilisent ce procédé depuis des siècles. On a un très bel exemple dans les années 1570 environ. C'est Spem in Elium, le motet à 40 voix de Thalys, où justement on a 40 chanteurs qui sont disposés en cercle autour du public et le compositeur en utilisant des procédés d'écriture spécifiques. Par exemple des écritures de type fugué, beaucoup d'écritures en strette, en entrée rapprochée,
va finir par créer des trajectoires sonores et donc une sorte de spatialisation des sons. Mais ce qui est intéressant, c'est que la spatialisation n'est pas le but principal de ces motets, c'est surtout que elle résulte d'un type d'écriture contrapuntique spécifique. Alors, transposer à l'échelle électroacoustique, ça veut dire écrire piste par piste, avec chaque piste qui est assignée à un haut-parleur localisé. Et alors ça peut être très, très fastidieux de penser à la spatialisation de cette manière, mais l'avantage c'est que c'est une manière de penser très instrumentale et donc on peut faire appel à toutes les ressources de spatialisation qui existent déjà dans la musique instrumentale et vocale, et notamment des types d'écriture orchestrale en fait. Par exemple, faire des écritures en concerto, des oppositions solo tutti, des groupes qui se répondent, faire des contrepoints, des canons, phaser, déphaser, des motifs musicaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà exploitées depuis longtemps et qui sont très bien documentées. Dans le deuxième cas, l'écriture pour les sources virtuelles, là, l'idée, c'est non plus d'écrire pour un haut-parleur, mais d'écrire pour des sons qui vont bouger dans l'espace, indépendamment du placement des haut-parleurs. Donc ça, c'est une approche que je considère être plus moderne, parce que dans mon cas, en tout cas, elle découle de l'utilisation des outils numériques. Alors, j'ai utilisé un outil de spatialisation majoritairement dans ce cycle, c'est Octogris. C'est un plugin qui a été développé à l'Université de Montréal et qui permet de bouger jusqu'à 12 ou 16 sources, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, on peut indépendamment prendre ces différentes sources et les déplacer dans un plan en 2 dimensions qui représente le dispositif de haut-parleur. Et on peut donc les bouger librement, enregistrer des trajectoires. Mais ce qui m'intéressait particulièrement dans le fait d'utiliser Octogris, c'était de pouvoir varier le rayonnement de cette source. Donc on peut englober plus ou moins un grand ou un petit espace dans le dispositif. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que dans le nanocosmos, je traite du thème des petites bestioles qui ont tendance à se reproduire, notamment à proliférer et à créer des essaims. Et la question pour moi, c'était comment j'allais rendre dans l'espace cette idée de concentration ou de diffusion de l'essaim dans le dôme, et comment j'allais déplacer ces énormes masses dans le dôme. C'est sûr que j'aurais pas pu faire ça dans une écriture point par point, donc Octogris m'a beaucoup aidé. Autre chose aussi, c'est que ces 2 approches, l'écriture pour les sources réelles et l'écriture pour les sources virtuelles, m'ont aussi conduite à penser les sons dans le dôme différemment. C'est-à-dire que dans le premier cas, j'ai pensé vraiment les sons comme des instruments d'orchestre. Donc, dans la composition, j'ai imaginé chaque son comme étant un instrument qui était placé dans un registre bien défini. Donc j'ai des sons qui jouent le rôle de la contrebasse et des sons qui jouent le rôle du piccolo. Donc chacun est dans sa bande de fréquence et il ne s'empiète pas. Et à cette séparation spectrale, j'ai rajouté une séparation spatiale, c'est-à-dire que chacun de ces sons occupe une bande de l'espace, donc un groupe de haut-parleurs contigus, qui reprend l'idée des pupitres orchestraux. À l'inverse, dans le cas de l'écriture pour les sources virtuelles, là c'est très différent. J'ai pensé les sons en termes de masse sonore. Donc vraiment cette idée de l'essaim, et j'ai joué sur les différences de dimensions de cette masse. Donc est-ce que c'est
localisé dans un petit point du dôme, ou est-ce que c'est complètement diffus? Pour me représenter ces pensées de l'espace, je me suis beaucoup inspirée de la spectromorphologie de Smollet, notamment ces différentes manières de définir le champ spectral. Lui, il parle de champ spectral, mais je trouvais que ça s'appliquait très bien au champ spatial. Donc, dans le premier cas, l'écriture pour les sources réelles, j'ai adopté une pensée de type courant interstice. Et dans le deuxième cas, l'écriture pour les sources virtuelles, j'ai adopté un type de pensée concentration versus diffusion. L'intérêt de faire cohabiter l'écriture pour les sources réelles et pour les sources virtuelles, c'est qu'au sein de la même composition multiphonique, il y a des sons qui sont toujours placés au même endroit et qui ne bougent pas, et qui font le contrepoint à d'autres sons qui se déplacent, et notamment qui se déplacent dans des essaims, donc des grandes masses. Alors, je vais faire écouter un exemple musical de cette cohabitation entre les sources réelles et les sources virtuelles. Donc, c'est un extrait de ma pièce Pixel Springtail Promenade. On va écouter la version 8 pistes, où là, j'ai poussé la polyphonie vraiment loin, dans le sens où j'ai imaginé que chaque haut-parleur était une bestiole en particulier, avec un chant particulier, qu'il développe complètement indépendamment des autres. Donc, il faut imaginer qu'on a 16 haut-parleurs qui donnent chacun une information différente. Donc, ça crée non pas une cacophonie, mais une polyphonie grégaire. Et en complément de cela, il y a des grands essaims, donc des sortes de grandes masses de sons granuleux qui se déplacent dans de larges aires du dôme. Donc on va écouter l'extrait.
Alors maintenant, je vais parler de la deuxième idée directrice dans le cycle, c'est l'idée de changement d'échelle. Pour ça, je me suis inspirée de l'illusion d'Alice. C'est une expérience qui a été menée à l'Institut Karolinska en Suède. C'est une expérience de body swap, transfert corporel, où on fait croire à une personne qu'elle incarne un autre corps, et notamment le corps d'un mannequin, qui est celui soit d'une poupée, soit d'un géant, enfin en tout cas de dimensions très différentes de la dimension humaine. Et pour ce faire, on va utiliser un casque de réalité virtuelle et on va synchroniser des stimuli tactiles et visuels. Et ce qui est très perturbant dans cette expérience, c'est qu'elle marche réellement. Et je trouvais ça très intéressant dans le cadre du nanocosmos parce que je me suis posé la question de comment transposer cette illusion d'Alice d'une manière plus auditive pour faire croire à l'auditeur qu'il a été réduit à la taille d'un insecte. Alors évidemment, pour faire ça, il fallait que je grossisse l'environnement extérieur. Et ma solution, ça a été de faire appel à la prise de son, puisque par définition, l'enregistrement permet d'amplifier des détails infimes, donc il y a un effet de loupe grossissante. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré la plupart de mes sons avec la tête H2 Pro Holophone. Donc j'ai fait des prises de son en 7.1. Et cet environnement en 7.1, je l'ai retranscrit, recréé en fait dans le dôme. Pour faire cela, donc j'ai tenu en compte le positionnement des capsules sur la tête et j'ai fait l'équivalent, j'ai retranscrit cet emplacement dans le dôme, donc ce qui est en face, derrière, sur les côtés et notamment au-dessus de la tête. Donc on peut voir sur la diapositive le type, comment en fait j'ai routé chacun des canaux. À date, je trouve que cette manière de travailler avec la prise de son 7.1 m'a offert l'expérience d'immersion la plus effective. C'est-à-dire que non seulement l'environnement est vraiment grossi et apparaît très énorme en fait dans la multiphonie, mais la moindre trajectoire à la prise de son prend énormément d'ampleur par la suite. C'est-à-dire que si j'ai une mouche qui fait le tour de la tête, à l'enregistrement ça paraît petit, mais quand on replace ça dans un système de haut-parleurs où les distances sont beaucoup plus grandes, non seulement la mouche paraît énorme, mais elle fait un tour énorme aussi dans tout le dispositif. La trajectoire prend une ampleur très très grande. Et c'était tellement effectif que j'ai commencé à créer de plus en plus de trajectoires directement à la prise de son en 7.1. Alors, j'en suis encore dans les débuts de travailler de cette manière, mais j'ai quand même pu faire quelques constatations, donc c'est très empirique,
pour savoir en fait ce qui marche ou pas pour créer cette sensation d'immersion dans le dôme, voire éventuellement une illusion d'Alice. Tout d'abord, ça marche avec des sons référentiels. Ça marche mieux avec des sons référentiels dont l'échelle est connue, puisqu'on peut se placer dans un ordre de grandeur par rapport à ce référent. Deuxième point, l'environnement sonore doit occuper vraiment tout le dôme. Même si à l'enregistrement, il y a des sons presque imperceptibles, eh bien, c'est important de les restituer quoi qu'il arrive, parce que dans le dôme, si je mets ne serait-ce qu'un seul haut-parleur en mode mute, eh bien, on va percevoir tout de suite qu'il y a un trou et ça va tout de suite casser la sensation d'immersion. Et le troisième point, c'est ne pas sous-estimer le caisson de grave, le subwoofer. Il a un rôle très important. Il participe au réalisme de l'illusion, probablement parce qu'il vient apporter une dimension physique à la vibration sonore, avec cet effet de tremblement de terre qui fait qu'on se sent tout petit face à l'environnement. Pour illustrer cette idée de changement d'échelle, j'ai 2 exemples musicaux. Le premier est celui de la même pièce que j'ai présentée tantôt, donc Pixel Springtail Promenade. Il y a une idée de coup de couteau, en fait, dans la pièce. Quelque part, on est dans une cuisine et il y a quelqu'un qui coupe des légumes sur une planche en bois, donc on entend des coups de couteau qui sont petits, localisés à un endroit. Et j'ai essayé de changer l'échelle de ces coups de couteau pour les faire devenir géants. Donc on passe d'un son de coup de couteau très localisé à un endroit très précis à quelque chose qui occupe l'intégralité du dôme. Donc je vais passer l'extrait justement où s'opère ce changement d'échelle. Le deuxième extrait que j'aimerais passer, c'est la pièce Akita's Blues. C'est peut-être moins évident comme exemple, mais en tout cas, c'était un essai de changement d'échelle aussi. Alors, dans cette pièce, il y a un son qui est un leitmotiv, en fait, qu'on va retrouver dans toute la durée de la pièce. Ce sont des bruits de pas dans la neige. Et ces bruits de pas évoluent. Et d'abord, ce sont de petits pas qui sont à échelle humaine, si je puis dire. Et plus on progresse dans la pièce, plus ces pas
prennent de l'ampleur et jusqu'à un moment donné où il va y avoir une rupture et ces pas vont devenir géants et ils sont supposés donner l'illusion d'un énorme pied qui écrase le public qui, à ce moment-là, a pris la taille d'une fourmi. Donc, je vais passer cet extrait où on passe de petits pas à un énorme grand pas. Alors, au début, les petits pas sont assez difficiles à écouter parce qu'ils sont en arrière-plan par rapport à des articulations plus prégnantes. Mais en tout cas, il faut faire attention à ces pas en arrière-plan et voir comment progressivement ils vont prendre de l'ampleur pour devenir des pas de géants. Voilà, donc il reste 5 minutes, ok. Je vais en profiter pour conclure et dire que voilà les différentes manières de penser l'espace que j'ai exploité dans Nanocosmos. Et le changement d'échelle est une ouverture qui est assez récente. C'est un procédé que j'ai exploité davantage en fait dans mon dernier travail, la pièce que je suis présentement en train de composer à Musique et Recherche, qui, j'en profite pour un peu de pub, va être créée l'année prochaine au mois de mars, et qui offre des perspectives vraiment inattendues dans mon travail et que je vais exploiter à plus long terme. Merci beaucoup.